Bonjour Tutube, bonjour Ternet, ici le malade qui se réveille. Et donc voilà, hein, comme toujours, pour celles et ceux qui ont un peu suivi les posts sur les réseaux, bon, bah, pas de vidéo en ce moment, et pourtant j'en fais quand même une. C'est ça la dépression, c'est des up and down, je ne fais que ça depuis 3 semaines. Et donc là, bah, je profite d'un petit up pour revenir sur un sujet qui me tient à cœur et pour lequel j'ai quelques infos, donc c'est intéressant, je pense. C'est le fameux Festival des Jeux de Vichy 2025 qui a commencé à proposer qu'on puisse demander les accréditations pour le festival, donc qui aura lieu en septembre. Sauf que bah, la pastille a du mal à passer, comme vous pouvez le voir sur la miniature. Que s'est-il passé? On va revenir dessus. Il y a quelques jours, c'est monsieur Ludovic Chatillon euh, qui a sorti l'affaire, donc qui a posté ça sur son compte Facebook, sur sa page personnelle. Il s'agirait d'un mail envoyé à quelques professionnels du monde du jeu, notamment pour préparer la nouvelle édition du Festival des Jeux de Vichy. Il faut savoir que Vichy est découpé en deux parties, une partie réservée uniquement aux professionnels du monde des jeux, je précise, qui se déroule sur 3 jours, et ensuite une seconde partie qui revient quelques jours plus tard, sur le temps d'un week-end, qui pour le coup est ouvert au grand public et gratuite. La partie professionnelle, en fait, accueille notamment tout ce qui va être les éditeurs de jeux, les distributeurs de jeux, et aussi les boutiques. Ça, c'est l'activité principale, en fait. Les boutiques vont d'exposant en exposant. Elles sont là pour notamment découvrir le line-up de fin d'année, donc préparer la période faste des fêtes de fin d'année, notamment Noël. Donc, elles vont d'éditeur en éditeur, ou plus précisément de distributeur en distributeur, puisqu'en général, pour des grands comme je pense à BlackRock ou d'autres, en fait, ce sont les commerciaux qui vont faire vite la tournée des popotes. Donc on passe d'éditeur en éditeur pour présenter les nouveautés. Évidemment, pour les éditeurs qui n'ont pas de nouveaux jeux à présenter, inutile de s'y arrêter, parce que normalement, en tant que ludicaire, si vous faites bien votre travail, vous êtes déjà au courant, vous connaissez déjà le jeu. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, et en général, beaucoup de boutiques vont signer ensuite des commandes directement avec les distributeurs pour commander déjà négocier, on va dire, les jeux pour la période de fin d'année, les quantités, etc. Donc c'est un endroit très important pour ça. Il faut savoir qu'au début, c'était vraiment dans cette volonté-là que ça a été fait. Puis, dès la deuxième année du festival, en fait, des auteurs ont trouvé intéressant d'y aller, notamment pour présenter des protos, mais aussi pour rencontrer les autres professionnels du monde du jeu, puisqu'en fait, depuis le mois de juin, fin juin, début juillet, qui est la période où avant, et cette année de nouveau, il y aura le festival Paris et Ludique, même si un peu le festival de Parthenay l'été, ça reste surtout Paris et Ludique où il y avait avant une rencontre entre professionnels, même si c'était un festival ouvert au public, il y avait une petite partie ouvert aux professionnels dans laquelle, pareil, on pouvait présenter des prototypes, il y avait des rencontres avec les boutiques à l'époque, c'était à ce moment-là où les éditeurs présentaient leurs jeux pour la sélection, pour le groupement des boutiques ludiques qui édite en fait le catalogue de jeux, donc ça se faisait à ce moment-là. Bon, depuis, il y a eu des chamboulements et des changements, mais en gros, c'était septembre, la période idéale pour aussi revoir un autre moment fort dans l'année, pour croiser un peu tout le monde du jeu et pouvoir présenter des projets, discuter, etc. Même s'il y a ce côté plus précisément orienté boutique-éditeur. Parmi tous les professionnels, il y a aussi, évidemment, les influenceurs et la presse, qui sont une part importante aussi de tout ce marasme, j'ai envie de te dire. Donc voilà, ça c'est pour présenter un peu. Donc certains exposants ont reçu ce mail précisant que cette année,
Eh ben en fait, ça allait être les exposants qui allaient un peu choisir parmi la liste, ou proposer en tout cas des listes, en gros donner le blanc-seing à qui mérite d'avoir accès ou pas au festival de Vichy. Donc on le rappelle, nous l'année dernière, on s'est fait gentiment refuser l'entrée euh, dans la version gratuite. Argan, vous pouvez revenir à la vidéo faite sur ce sujet, mais voilà, on avait reçu un mail comme quoi il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, et puis quelques jours après, on avait reçu un mail nous disant « Ah, mais que si on payait, il y avait de la place ». Donc bref, on a senti la douille, et nous n'y sommes pas allés, puisqu'il n'y a aucune raison qu'on y aille pour ça. Donc, cette année, suite à cet événement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, il y a eu beaucoup de complaintes. Alors, nous l'avons dit que clairement, nous n'étions pas contents et nous n'y sommes pas allés, mais que de toute façon, on n'avait pas de raison vraiment d'y aller non plus, de forcer le trait, etc. Mais il n'y a pas que les gens qui ont été refusés qui ont râlé, il y a aussi, en fait, parmi les exposants, il faut savoir que eux aussi se sont plaints en fait de ne pas avoir leur chouchou, c'est-à-dire les gens avec qui ils travaillent au cours de l'année. Puisqu'évidemment, s'il y a des influenceurs ou des médias qui ne viennent pas, il se passe un truc, c'est que une fois de plus, on est dans un monde professionnel où il y a des contrats qui se jouent, il y a des échanges de boîtes de jeux pour certains, il y a aussi des deals qui se font au niveau des vidéos, etc. Donc c'est aussi un moment important pour tout le monde. Donc c'était suite à ça que cette année, ils ont décidé, les organisateurs du Festival de Vichy, de changer un peu de dynamique. Donc moi, suite à ce mail, je les ai contactés, donc je les ai eus au téléphone, hein, une des personnes qui s'occupe de l'organisation, très sympathique, et d'ailleurs, ce que je peux en dire, c'est que le dialogue était vraiment très intéressant, qu'il y avait une vraie volonté, en tout cas, de trouver des solutions. Euh, Clairement, ce ne sont pas des personnes qui sont dans le monde du jeu. Si je dis pas de bêtises, c'est Vichy, Vichy événements, je sais plus, j'ai perdu, parce que évidemment, on n'est pas en live, mais on n'a pas plus préparé que si on l'était. Je crois que je l'ai un peu plus bas. Hop, je crois que je l'ai un peu plus bas. Vichy Destination, voilà, je vous montre ça. Donc, qui est l'organisateur du festival de Vichy. Donc je les ai eus au téléphone, effectivement, ils m'ont confirmé que il y avait bien eu un envoi de mail, que c'était un petit peu, on va dire, une erreur de communication, une maladresse, parce que effectivement, ils sont très à l'écoute, mais en même temps, il y a un manque de compréhension de qu'est-ce qui est le mieux pour le festival. C'est-à-dire que ils sont tiraillés entre eux, effectivement, le festival grossit, il y a des demandes, et on le sait bien, hein, forcément, d'un côté, tout le monde a envie, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, sans exception, a envie que tout roule sur des rails, que ça va dans le sens, et donc forcément, tout le monde râle comme toujours. Donc voilà, donc effectivement, c'est un vrai mail, hein, pour le coup, confirmé. Ce qui ne va pas dans ce mail, et ce qui n'allait pas à ce moment-là, quand je les ai appelés, c'était le fait qu'en fait, on ne peut pas se retrouver dans une situation où ce sont les professionnels qui décident qui est en gros un média acceptable, légitime et qui ne l'est pas. Ce n'est pas eux de le décider en réalité. Et ça, on va le voir un peu plus en détail. Pour finir sur cette petit mail qui a été partagé par Ludovic Chatillon, puisqu'il faut rendre à César ce qui est à César, et c'est normal, c'est lui qui sort l'affaire. Voilà, je vous ai mis un lien, donc il est ludothécaire à Villefranche de Rouergue, hein, si je dis pas de bêtises, car c'est un petit village perdu, loin, loin. Et il s'occupe aussi des chroniques ludiques. Donc voilà, donc il est aussi de son côté ludothécaire et média. Donc, mais revenons à nous moutons. Du coup, j'ai un peu regardé. Donc moi, dans les infos que j'ai obtenues, et qu'on va voir qu'il va y avoir des évolutions, parce que la page se met à jour au fur et à mesure de la journée, et peut-être des jours qui vont arriver. En tout cas, moi, ce qui m'a été confirmé, c'est que l'année dernière et cette année, ils ont un nombre limite
de badge, donc 2 badges presse pour 3 jours, qui s'appelle donc badge presse, hein, je précise, et qui est donc 100 badges maximum. L'année dernière, il était annoncé comme gratuit, et ensuite, cette année, il est demandé une participation financière à tarif préférentiel. Notamment aux accrédités qui n'ont pas de carte de presse, puisque vous allez le voir, pour la presse, donc la carte professionnelle hein, de journaliste, l'entrée sera gratuite. Je ne sais pas si elle compte dans les 100 au maximum ou pas, pour l'instant. En tout cas, bon, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 16 avril, on ne sait pas encore quelle est la participation financière à tarif préférentiel. On ne sait pas quel est ce montant, à quelle somme il correspond, ni pourquoi il faut payer. Aucune information, et c'est un peu ça. Alors moi, dans les infos que j'ai réussi à obtenir, tout n'était pas encore déterminé. Par exemple, ce tarif n'était pas, donc moi je les ai eus le matin du 16 avril au téléphone, le tarif n'était pas encore déterminé. Donc ça va évoluer, j'imagine qu'ils réfléchissent à comment le faire payer, est-ce qu'il sera moins cher, plus cher que les autres professionnels du monde du jeu, c'est à voir, on va en discuter de toute façon. En tout cas, que tu sois un créateur de contenu, donc influenceur, ou créateur de contenu, créatrice, influenceuse, ou journaliste non titulaire de la carte de presse, ce qui est le cas par exemple à Punchboard, puisque c'est un média associatif, mais c'est un média de presse journalistique. Moi, à titre personnel, par exemple, je ne peux pas avoir de carte de presse dans l'état actuel de mes fonctions, puisqu'il faut savoir que, étant directeur de la publication et rédacteur en chef, pour l'instant, puisque l'association démarre et que, voilà, ne peut pas avoir de carte de presse. C'est comme ça, c'est la loi, hein, c'est pas... Pour que je puisse avoir la carte de presse, il aurait fallu soit qu'avant mes fonctions, j'ai été journaliste détenteur d'une carte de presse, et dans ce cas-là, je crois qu'il y a des possibilités, mais c'est pas pour tout le monde. Sinon, pour être titulaire d'une carte de presse, il faut en faire la demande, il faut avoir plusieurs mois de rémunération, ou en tout cas son salaire, et principalement des revenus liés à la presse, donc en tant que journaliste, mais il faut aussi qu'on atteint un niveau de rémunération qui est le revenu minimum, le SMIC, en gros, pour les journalistes. Donc il y a quand même des choses, et ensuite on passe en commission, et c'est pas parce qu'on a tous ces éléments qu'on peut obtenir la carte de presse, etc. Donc, ce qui est normal, hein, c'est pas un jugement de valeur. Cette carte de presse, en fait, en quoi elle est importante? En réalité, elle n'est pas... Enfin, on peut être journaliste sans la carte de presse. La carte de presse est quelque chose qui permet, en fait, d'entrer gratuitement dans les musées, dans des salons, normalement, dans des lieux où on peut avoir accès aussi, ça peut être des conférences de presse, ça peut être à l'Élysée par exemple, ou des choses comme ça pour les politiques. Donc ça permet aussi de justifier de sa profession sans avoir à se trimballer avec sa fiche de paye, etc. Ça permet aussi dans les manifestations par exemple de pouvoir justifier pareil de ses déplacements, etc. Mais je le répète, on n'est pas obligé d'avoir la carte de presse, notamment dans une manifestation, pour être journaliste et faire son travail de journaliste. On va dire que ça facilite un peu les choses. Donc pourquoi en fait ils mettent ça en place? Parce qu'il y a de plus en plus de monde, et ce n'est pas le seul festival à faire ça, ou le seul salon professionnel à faire ça. Effectivement, il y a de plus en plus de demandes d'accréditation, et dans ces demandes d'accréditation, en fait, il faut faire le tri pour que ça se passe bien, parce que s'il y a 2000 personnes qui débarquent, voilà. Comment on fait le tri? Et c'est ça qui pose problème. Alors certains ont trouvé des solutions, d'autres font différemment. En tout cas, dans le monde du jeu de société, Vichy est le tout premier à faire payer la presse pour entrer. Une fois de plus, on exclut ceux qui ont la carte de presse, je précise. Mais tous les autres, va falloir payer. L'année dernière, on était basé sur, bon, on ne sait pas trop exactement, même si
au téléphone, on a discuté de ça, il était question d'un choix l'année dernière par rapport à la qualité du contenu, puisque ils étaient d'accord avec ce qu'on répète régulièrement, c'est que les chiffres, notamment les followers, etc., le nombre d'abonnés, etc., n'a aucune valeur. C'est pas ça qui détermine si on est un média légitime, mais c'est le contenu. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de jeux de société? En tout cas, est-ce qu'on parle du monde ludique? C'est plus ça qu'il faut préciser. Parce que c'est ça, en fait, qui détermine. Si je travaille, je sais pas, que j'ai un blog sur l'espace, c'est pas parce que de temps en temps je vais parler un peu de jeux de société que c'est pertinent que j'y rentre. Je ne suis pas prioritaire, à mon sens. Ça doit être ceux qui parlent d'abord de jeux de société, qui font vivre le secteur à leur manière, et principalement. Et ensuite, s'il reste de la place, ou pour les autres médias qui sont là que parce que de temps en temps, ils parlent jeux de société, mais c'est pas leur activité principale, bah, ils peuvent payer en fait pour y avoir accès s'il reste des places. Mais en tout cas, la priorité devrait aller à ça. On a parlé du fait qu'il y avait une sélection par la qualité, sur laquelle évidemment j'ai demandé, mais du coup, qui détermine qu'est-ce qui est de qualité? Bon, et je vous le cache pas, l'année dernière, comme on n'a pas été sélectionné, je l'ai pris dans ma gueule, hein. Évidemment, nous ne faisons pas de la qualité, mais ça vous le savez, puisque vous regardez un peu cette chaîne de temps en temps. En tout cas, qui détermine la qualité? Pour moi, c'est déjà un premier piège. Au-delà du fait de qu'est-ce qu'on appelle de la qualité, c'est surtout, vous sentez ce petit fumé de blacklistage. Ah, mais toi, c'est pas de la qualité parce que tu nous critiques. Enfin bon, bref, c'est ça en fait le danger de tout ça. Et pourquoi il faut une sélection claire et transparente? Pourquoi c'est important? Et pourquoi là ça suscite un peu des émotions? Parce qu'en fait, pour des gens qui ne sont pas du secteur, le grand public par exemple, peut-être que pour vous c'est futile et que ça n'a pas de sens, que c'est encore peut-être des influenceurs ou des médias qui se plaignent. En fait non. Pourquoi on se plaint? Parce qu'en fait c'est important. C'est important déjà de pouvoir parler et couvrir un événement qui se veut professionnel. On n'est pas dans un... Comment dire? Si c'était juste un échange, comment dire, un endroit où on fait que de la vente, et des achats et des ventes. Bon, à la limite, on pourrait se dire, est-ce que la presse a besoin d'y aller? En tout cas, toute la presse. Mais qu'une partie de la presse vienne et couvre ça, ben oui, parce qu'il y a des informations, parce qu'il y a aussi plein de choses qui se passent dans un événement comme ça, et que c'est normal aussi qu'on puisse rapporter, qu'on puisse montrer c'est quoi cet événement, de quoi ça parle. On a pareil au marché du film à Cannes, où ce sont plein de stands de gens qui vendent en fait leurs films à l'étranger, dans le monde, etc. Et les journalistes aussi y ont accès. Et quand bien même le journaliste n'achète pas de film. Mais on est là pour voir qui achète quoi, qui vend quoi, qu'est-ce qui est produit dans le monde. Tout ça, c'est des infos aussi. C'est des tendances de marché, c'est des tendances dans la création, etc. Donc en réalité, il y a un intérêt aussi là derrière, quoi. Alors, est-ce que, je disais, c'est un peu les seuls à faire ça, c'est les premiers dans le monde du jeu? Oui. On a donc le Festival international des jeux de Cannes, qui est entre guillemets l'autre grand salon professionnel français, qui lui est gratuit pour l'instant. Espérons que ça leur donne pas des idées, parce que Cannes, on l'a vu, ils ont une tendance un peu à gratouiller du bifton dès qu'ils peuvent. En tout cas, pour l'instant, c'est gratuit sur inscription. Il n'y a pas de quota annoncé réel. Nous aussi, on s'est fait de toute façon évincer sans savoir non plus, puisque on est quand même dans un des rares milieux où la transparence, c'est pas de mise, et c'est peut-être un peu ça aussi qui fait que que les gens sont pas contents pour la manière dont ça se passe à Vichy. C'est parce qu'il y a quand même un côté de l'entre-soi, quoi. C'est ça qui ressort encore, et on se rend compte avec plein d'affaires et plein de sujets qu'on traite sur sa chaîne ou qui sont en train d'arriver. L'entre-soi, c'est un peu ce qui fait mal au secteur aussi. Alors certes, ça sert les dessins de ceux qui ont des choses, qui ont des intérêts, mais ça dessert aussi bien le grand public
qui du coup n'est pas informé à sa juste valeur, mais ça dessert aussi, en fait, une partie des métiers du monde du jeu. Alors peut-être que pour les autres acteurs comme les éditeurs, les auteurs de jeux, les distributeurs, les boutiques, etc., et les festivals, finalement, les organisateurs de festivals, peut-être que tout le monde considère que les médias, au sens large, c'est-à-dire du petit influenceur au plus gros site de presse, etc., peut-être qu'eux, ils nous considèrent comme des moins que rien. Mais malgré tout, si le secteur a grossi, c'est pas parce qu'il y a que des bons jeux et que vous avez fait un bon travail, c'est parce qu'il y a eu des médias tout au long de ces 25 années, par exemple, qui ont communiqué sur ce qui se passait, sur tous les événements majeurs, etc., qui ont fait découvrir que ces événements existaient, etc. Donc, voilà pourquoi aussi c'est problématique, parce que il y a des libertés aussi dans ce pays qui sont d'informer, et donc ça fait partie de ça. Donc on l'a dit, Festival des Jeux de Cannes, pour l'instant, c'est comme ça. On a le Spiel Essen, donc qui est juste après Vichy, hein, qui est en octobre, si je dis pas de bêtises, où là, pareil, accréditation presse gratuite. Par contre, il y a, pour eux, ils ont mis des quotas liés. Donc les créateurs de contenu sont acceptés avec des audiences qui sont basées sur les chiffres d'abonnement, etc. Bon, sachant que tout ce que je dis là, tous les festivals sans exception se réservent le droit d'examiner les demandes et de les refuser, ce qui est totalement normal et acceptable, etc. Au moins, Essen, ils ont des mauvais critères de sélection, mais ils ont des critères simples et affichés, tout le monde peut les connaître. Donc ça permet aussi de pouvoir les faire évoluer et de pouvoir dire, les critères que demande le Spiel ne sont plus dans la réalité d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux évoluent, et notamment la valeur d'une chaîne n'est plus liée à son nombre d'abonnements, ses followers, etc. Puisque c'est le taux d'engagement qui compte, que c'est ce qu'on produit. Moi, je suis étonné que, par exemple, il ne soit pas demandé, par exemple, un lien vers une vidéo, un article, voilà, pour prouver, en fait, notre travail, tout simplement. Puisque là, du coup, clairement, c'est dans le lien, on peut voir si la personne parle vraiment de jeu, etc. Ça prend un peu de temps, finalement, pour regarder depuis quand sont les derniers sujets, quelle est la production, est-ce que... Enfin, bon, il y a plein de critères facilement consultables et mesurables pour déjà voir si on est dans la bonne catégorie ou pas. On a, en dehors du monde du jeu, on a la Paris Games Week, par exemple, qui est donc un salon, un des plus grands salons français consacrés aux jeux vidéo, où là aussi, accréditation gratuite pour les journalistes et les blogueurs, youtubeurs qui remplissent les critères, pardon. Donc les critères, c'est sujet en lien avec le jeu vidéo, évidemment, en tout cas qui reste dans cette... avec justification, etc. Le nombre d'entrées est limité aussi. Et comme partout, les badges presse sont nominatifs et non cessibles, hein, on ne peut pas les donner à d'autres. Ce qui est ça. C'est par exemple une des infos qu'on m'avait données au Festival des Jeux de Cannes cette année. En fait, il a fallu, quand on est arrivé pour prendre notre badge professionnel, puisque nous n'étions pas des médias, nous sommes considérés, donc nous avons dû ruser à coût de 160 balles que nous avons réussi à négocier, à ne pas payer, mais malgré tout, il y a quand même cette valeur qui a été donnée au festival, et on nous a remis en fait un bracelet qui allait avec le badge. Et le bracelet nous a été mis au poignet directement par les personnes qui nous ont donné les accréditations, avec comme consigne que, contrairement aux autres années où a priori ils donnaient les bracelets, cette année il fallait que ce soit les personnes habilitées à mettre les bracelets pour éviter, parce que l'année dernière, a priori, il y a eu des abus, des gens qui ont eu des bracelets qu'ils n'auraient pas dû avoir, etc. Ce qui montre aussi qu'il y a quand même des problèmes de gestion de tout ça.
On a la Japan Expo, donc qui est un des plus gros salons, pareil. Donc là, pour le coup, c'est de la culture populaire, la culture pop japonaise. Donc, on a des badges gratuits qui sont réservés aux journalistes, évidemment, qui sont validés par l'attaché de presse du festival. Et puis, on a un badge, pour le coup, eux, ils séparent les deux. On a un badge influenceur. Donc là, c'est pas d'accréditation libre. Et donc, le badge influenceur, lui, n'est accordé qu'aux créateurs de contenu qui sont invités officiellement par le festival ou un exposant. Pourquoi, en fait, et pourquoi ça arrive comme ça, et pareil, une fois de plus, c'est pas anormal quand ça se passe comme ça, c'est parce qu'en fait, ce sont des influenceurs qui souvent viennent travailler. En réalité, ils vont faire une animation sur un stand, donc ils sont invités et rémunérés souvent par un exposant, mais parce qu'en fait, ils ont besoin de travailler, donc c'est un badge qui leur permet d'entrer, etc. Donc effectivement, ils vont pas payer en plus alors qu'ils viennent travailler. Donc souvent, c'est ça en fait. Et pareil pour les invitations du festival, en fait, quand tu es invité, par exemple, pour tenir ton stand et faire des signatures, des dédicaces, des photos, etc., genre pendant quelques heures, tu vas faire tes photos, puis après, tu vas pouvoir faire d'autres choses, te balader dans le festival. Donc il y a une contrepartie, etc. Donc là, c'est un fonctionnement normal où, en fait... voilà, il n'y a rien à dire, tu as la presse d'un côté, puis tu as ceux qui viennent travailler, entre guillemets, et qui sont donc considérés comme influenceurs, donc ils ont une communauté, ils ont une valeur pour le festival ou pour les exposants, et donc c'est pour ça qu'ils ont un badge à part et que ça se marche de cette manière-là pour la Japan Expo. Sauf que, il y a le cinéma, puisqu'on parlait de Cannes juste avant pour les jeux, il y a le festival des films de Cannes, et qui a quelques années, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2021 ou 22, 21 je crois, qui a commencé pour la première fois en fait à faire payer toutes les accréditations. C'est-à-dire que il y a les professionnels, comme on peut l'entendre, qui eux payent, mais il y avait aussi les journalistes. Même les journalistes ont dû s'acquitter, je crois que c'était 20 € de frais voilà, lors de l'inscription. Alors pourquoi 20 €? Les organisateurs du Festival de Cannes se sont justifiés là-dessus, parce qu'évidemment, vous imaginez bien que ça pose souci, ça pose question. Voilà, ils ont justifié ça comme un geste écologique, en fait, de dire, du fait qu'on fait déplacer des gens de loin, etc., pour compenser l'empreinte carbone des festivaliers, voilà, 20 € de frais d'inscription. Mais sinon, pas de sélection particulière pour les médias, etc., quoi. Ce sont les critères habituels. Ce qui est déjà intéressant. Autre festival du film qui a fait payer, donc on voit que c'est quand même des grosses machines, hein. C'est des gros festivals qui, pour le coup, brassent très large et font venir des gens à l'international. Rappelons que Vichy ne fait pas venir des gens à l'international, c'est une manifestation franco-française, donc voilà, qui a beaucoup, beaucoup moins d'envergure que les autres festivals précités pour comparaison, quoi. Le festival de Deauville, donc le festival du film de Deauville, eux aussi ont fait payer la presse et les professionnels à 30 € par personne, voilà, ou 50 € en cas de demande tardive après la date limite. Voilà. Malgré tout, malgré le fait qu'ils faisaient payer, ça ne faisait pas rentrer n'importe qui. C'est ça qu'il est bon de rappeler aussi. À Deauville, par exemple, il fallait quand même, les journalistes devaient fournir carte de presse, lettre de rédacteur en chef et exemple d'article pour être accrédité. Voilà, c'est pas automatique non plus. Il faut pas croire que parce qu'on paye, on paye l'entrée. Non, non. Et d'ailleurs, il ne faut pas, quoi. Donc, comme on vient de le voir, les grands événements du jeu de société ne font pas encore payer l'entrée aux journalistes accrédités ni aux créateurs de contenu reconnus. Donc, le cas de Vichy, ça devient un quota restreint, ticket payant, c'est donc atypique, et il faut espérer que ça s'inverse, que ça disparaisse, etc., quoi. Parce que si des grands événements mondiaux sont à 20 balles, et ça fait remuer les gens, ça fait bouger, imaginons qu'un petit événement comme Vichy, même si il attire plusieurs milliers de personnes professionnelles, on n'est pas à ce niveau-là, quoi.
Donc, je l'ai dit, ça reste controversé et ça reste limité donc à quelques festivals prestigieux, quoi. Sinon, la plupart des salons festivals continuent d'offrir la gratuité aux journalistes accrédités, en particulier aux détenteurs de la carte de presse. Voilà. Puisque, je le rappelle, l'accréditation pour les médias, c'est un outil de travail. Ce n'est pas un billet d'entrée ordinaire dans un salon. Alors, qu'on s'entende, hein, je suis d'accord qu'il y a des médias, qu'il y a des influenceurs qui abusent, qui peut-être confondent l'accréditation presse avec une entrée, un billet d'entrée ordinaire, comme s'ils étaient... non, c'est, et cela doit rester un outil de travail, c'est très important, et donc je ne suis pas contre l'idée qu'on restreigne l'entrée, ou en tout cas qu'on filtre. C'est pas ça, moi je dis pas open bar, tout le monde rentre et point barre. Non, non. Par contre, je reste attaché à cette idée, et notamment de l'indépendance, c'est-à-dire que c'est pas aux professionnels de dire qui a le droit ou qui n'a pas le droit. Je reste attaché à l'idée qu'il faut définir des critères clairs, compréhensibles par tout le monde, donc qui soient immédiatement compréhensibles, qu'il n'y a pas besoin de réfléchir 10 heures, et que tout le monde soit d'accord dessus, etc. Une fois de plus, c'est pour faire notre travail. Est-ce qu'il y a des lois contre ça? Alors, oui et non. Officiellement, il n'y a pas de vraie loi. Si tu utilises ta carte, donc la carte de presse, hein, qui est une carte d'identité journalistique, il n'y a pas une loi qui oblige, qui te confère la gratuité. Malgré tout, c'est un statut journaliste. Hein. Donc c'est un statut et ça te confère, je crois que c'est, j'avais pris des notes, je crois que c'est une loi de 1935, quoi. Et notamment la convention collective des journalistes. Donc, pourquoi cette carte, c'est un outil de travail une fois de plus, elle facilite l'accès à des lieux, des événements où l'inscription presse est nécessaire. Malgré tout, pourquoi on ne fait pas payer? Parce qu'en fait, la liberté d'information, ça passe par circuler librement partout. C'est le principe des journalistes. Alors les journalistes, ils ont des droits supplémentaires pour certaines choses, notamment circuler librement, pouvoir accéder à tous les endroits où c'est nécessaire pour fournir de l'information, puisque c'est leur travail, mais ça s'accompagne aussi de contraintes, c'est-à-dire que contrairement, par exemple, à un influenceur qui pourrait dire tout et son contraire, et qui se ferait pas taper sur les droits, puisque, je le rappelle, dans la loi française, par exemple, le mensonge n'est pas encore interdit, où on peut se tromper, etc. Quand on est journaliste, il y a des règlements, il y a des règles qui s'appliquent, on est beaucoup plus... il y a une éthique, il y a des recours judiciaires contre les journalistes qui fautent. Donc, c'est pas juste c'est génial d'être journaliste, c'est que ça contraint aussi à beaucoup de choses. Et pour celles et ceux qui ont suivi notre live sur la création de Punchboard et sur les statuts de l'association, nos statuts sont plus ou moins complets, puisqu'il faut qu'on les complète avec d'autres outils internes au fonctionnement de l'association, mais malgré tout, déjà dans nos statuts, puisqu'ils respectent le cadre journalistique, on est déjà contraint par énormément de choses. On ne peut pas faire, comme je l'ai déjà répété, on n'est pas influenceur, nous. On ne fait pas de contrat avec les éditeurs, on ne peut pas. C'est même si demain je me lève un matin et que tout à coup la vie est belle et que je me dis tiens, je me ferais bien financer une vidéo par Asmodée, tiens. Oui, on peut rêver. Je ne peux pas. Et si je le fais, je risque gros. Voilà. Car je suis moi-même tributaire des statuts de l'association. Donc, être journaliste, ça veut dire aussi voilà, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et là, on en arrive, je pense, à quelque chose qui est peut-être intéressant, c'est de séparer peut-être, ou en tout cas de commencer à réfléchir, c'est quoi un média journalistique et c'est quoi un influenceur ou quelqu'un vu comme tel. Alors je sais que souvent c'est le mot qui fait débat, qui fait un peu peur, etc.
Moi, quand je dis influenceur, j'entends vis-à-vis de la loi, c'est-à-dire que tu es en contrat, donc c'est dans la loi, on l'a déjà répété 1000 fois, etc. Donc, soit tu es influenceur parce que la loi définit ton cadre de travail professionnel comme cela, et donc toi aussi tu t'engages à certaines choses, puisqu'il y a une loi influenceur notamment, sur la transparence commerciale, principalement. Sinon, tu peux être un média journalistique, et là du coup c'est un autre cadre de travail qui s'applique à toi, ou juste créatrice et créateur de contenu. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu n'as pas d'argent, en tout cas tu fais ça bénévolement, tu n'as pas de structure professionnelle, et donc tu n'as pas non plus d'accord avec des éditeurs ou autres, puisque en général, si tu génères des revenus, bah, il faut les déclarer, donc ça veut dire qu'il te faut une structure, puisque tu dois pouvoir facturer tes prestations. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais en tout cas, ça peut être une solution. Hein. C'était, si je disais pas de bêtises, c'était la Japan Expo hein, qui sépare la presse et les influenceurs. Donc ça aussi, c'est une possibilité de faire, quoi. Donc, pour résumer, et pour avancer, le droit français garantit aux journalistes une reconnaissance officielle et une certaine facilitation d'accès à l'information. Mais évidemment, on ne peut pas forcer un organisme privé à offrir l'entrée gratuitement. Mais ça fait partie, en gros, euh, d'un usage et qu'il faut, à mon sens, maintenir. Alors, je nuance mes propos, il y a quand même des circonstances où refuser l'accès à un journaliste sans motif légitime, vraiment légitime, c'est considéré comme une entrave à la liberté de la presse, et on voit ça notamment dans les meetings politiques. On a déjà des tas d'histoires là-dessus où ça finit au tribunal. Bon, on n'en est pas là avec Vichy, même si ça pourrait, hein, il pourrait y avoir en tout cas une levée de bouclier, ça c'est sûr, euh, puisque si la presse, en tout cas les médias, ne se sentent pas appréciés, ben, il suffit de pas y aller, et peut-être que ne plus parler des jeux, des salons, etc., ben, c'est aussi une solution en fait, puisque c'est un peu ça. C'est un peu ça qui est derrière. Ou alors, celles et ceux qui vont y aller ben, vont être frappés du sceau de l'infamie d'être au service d'eux, puisque c'est un peu ça aussi qui se passe derrière. Puis on en revient toujours, le fait de faire payer dans un système, une fois de plus, on n'est pas dans un système comme les autres, on est dans le monde du jeu de société où tous les médias, sans exception, que ce soit celles et ceux qui arrivent à générer des revenus comme ceux qui n'en génèrent pas, il n'y a pas d'argent. Et ça, c'est la réalité, c'est une réalité. Il n'y a pas de revenus énormes, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de médias en Porsche ou quoi. Peut-être à l'exception de un, allez, parce que qui a pu s'acheter des Tesla, etc. Mais parce qu'il fait des gros contrats d'influence, etc. Mais majoritairement, il n'y a pas d'argent. Donc, à partir de ce moment-là, revenir à un système où, de discrimination par l'argent, pour moi, c'est un peu la même chose que la discrimination par euh, une liste, qu'elle soit waitlist ou blacklist, euh, fait par les professionnels du secteur qui décident qui peut informer, ou sous-entendu, en fait, qui ne dit que du bien et qui m'arrange pour moi mes ventes, et les autres, ils dégagent, puisque ça, en fait, c'est ça. Même si c'est pas vrai. C'est ça qui est terrible, en fait. Le move qu'a fait Vichy là cette année, c'est un move qui va rester, malheureusement, alors même, il n'y a pas d'arrière-pensée négative, je pense, c'est juste une maladresse. Mais là, en fait, qui, dans celles et ceux qui ont envie de garder un peu, qui sont attachés à leur indépendance, enfin nous on le dit, de toute façon on ne peut pas faire autrement, puisque c'est dans nos statuts, mais malgré tout, enfin si on fait pas payer, si on met pas de pub sur nos vidéos, si on fait pas payer de pub, et qu'on se fait rémunérer principalement par les abonnements, donc par vous, par le public, par les gens qui nous regardent, c'est ça notre indépendance, c'est vous qui nous la donnez, qui nous la permettez. Et bien en fait, c'est impossible d'aller dans un festival où il n'y a plus d'indépendance.
à ce moment-là. Et ça veut dire aussi que même si on est sur une liste, on n'est pas sur une liste, qu'on répond aux critères et qu'on nous accepte parce que nos critères sont légitimes, si on ne nous accepte pas, c'est quoi? C'est dû parce qu'on a dit du mal un jour, parce qu'on a dit du bien. Enfin, du coup, ça veut dire quoi? Enfin, bon, bref, ça, à mon sens, c'est un sacré coup mis aux médias et au secteur, en tout cas à l'entre-soi de ce secteur qui, de plus en plus, quand même, nous le voyons, est en train de perdre. Il y a des craquelures de plus en plus. J'ai pas dit raclure, j'ai dit craquelure. On sent que le vernis est en train de s'écailler et que plus on creuse et plus on voit quand même des comportements. Alors peut-être liés à la crise, peut-être au monde qui part en cacahuète, ou aux langues qui se délient, mais plus on gratte de partout et plus on voit que ce qu'on pensait être bienveillant, ce qu'on pensait être un peu élitiste, des gens qui se comportent correctement autour d'une boîte de jeux, ben en fait on voit des pratiques commerciales de plus en plus agressives, on voit une tentative de discréditer ou de bâillonner en tout cas ceux qui veulent faire produire de l'information, quand bien même c'est pas une tentative consciente, elle l'est de fait, puisque à partir du moment où ça ne pose pas de souci de le faire, ben, c'est que voilà, si ça se choque pas, c'est que déjà ça veut dire que c'est dans l'esprit, c'est normal, euh, alors que ça aurait dû tout de suite dire, mais non, on peut pas faire ça, ça ne se fait pas. Donc bref. Ce qu'on peut revenir, c'est déjà ça, la différence entre la distinction donc entre journalistes professionnels et créateurs de contenu indépendants, donc les influenceurs, les blogueurs, les streamers, etc. Donc on l'a vu, normalement, il y a des attachés de presse qui vont s'occuper de gérer ça. Mais voilà, on va pas se le cacher, aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de gens. On l'a vu, si on prend juste YouTube, il y a 400 ou 500 chaînes francophones actives chaque mois qui publient, spécialisées en jeux de société. Si on élargit à des gens qui ne sont pas spécialisés en jeux de société, mais qui en parlent quand même. Si on élargit à Twitch, TikTok, Instagram, Facebook, blog, site, tout ce qu'on veut, et ben en fait on arrive à quand même, je pense, facilement, même s'il y en a qui sont sur cross-platform, donc qui sont partout, malgré tout il y en a qui sont qu'à des endroits spécifiques, je pense qu'on a dépassé le millier facilement de, si c'est pas plus, de médias. Donc potentiellement, effectivement, je ne sais pas combien de demandes de presse, et ça sera une des questions qui sera intéressante d'avoir pour, après le festival évidemment, parce que maintenant c'est trop tôt, de voir combien il y a eu de demandes d'accréditation. Peut-être j'aurais pu demander pour l'année dernière, j'y ai pas pensé au moment où j'étais au téléphone. Je m'étais noté des petites questions, mais j'avais pas tout noté, comme quoi. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, pour voir entre eux, on en accepte 100, mais on a eu, je sais pas, 500, 1000 demandes, parce que du coup, ça donnerait aussi l'ampleur du phénomène. Ça me fait penser aussi que quand je reviens au post qui a été mis sur Facebook, dans les réactions, il y a eu un éditeur notamment qui disait, qui tentait d'expliquer, de rationaliser en fait le choix qui était fait, qui pareil, a priori ne voyait pas non plus de problématique d'indépendance là-dessus, mais qui voyait tout sous le prisme, évidemment c'est son boulot, mais sous le prisme de la valeur, de la rentabilité, quoi. De ce que ça rapporte, qu'il vaut mieux un influenceur qui va parler de son jeu qu'un influenceur qui est là pour jouer ou je ne sais quoi d'autre. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Mais en tout cas, voilà. Et donc, dans ces questions-là, qu'est-ce qui est important? Si on regarde juste factuellement, ça, ce sont des faits. Si on regarde l'année dernière, fin septembre, si on regarde là, cette année, fin février, début mars, et si on regarde toutes les autres années, factuellement, les médias, quels qu'ils soient, quand ils vont en festival, ils font une couverture monstrueuse. C'est-à-dire que c'est pas juste voilà à quoi j'ai joué, c'est j'ai été à Cannes, donc le Fige, j'ai été à Vichy,
mon retour de Vichy, etc. Donc en fait, pourquoi les journalistes sont acceptés et traditionnellement? C'est parce que ils viennent couvrir l'événement. Donc ils viennent chercher des infos, ils viennent parler, mais ils viennent couvrir l'événement, ils viennent parler de l'événement. C'est ce que font tous les médias. Je pense qu'il y en a très peu qui ressortent de là sans avoir couvert l'événement, d'une manière ou d'une autre. Je ne vous parle pas de faire pendant 6 mois des vidéos tous les jours, non. Mais au moins d'en parler sur sa communauté. Donc il y a une espèce, normalement, traditionnellement, de win-win. La Vichy semble oublier, mais un peu Cannes aussi par moment, même si pour l'instant ça reste quand même gratuit, on semble oublier qu'il y a ça, en fait. Que les gens qui viennent, non seulement ils viennent faire leur travail, mais ils participent aussi, c'est un échange de bons procédés, ils participent à faire montrer à tout le monde, à tout plein de gens, que le secteur du jeu de société est prolifique, qu'il s'y passe des choses, qu'il est multiple, qu'il est notamment sur les jeux, mais aussi sur les faits qu'il y a des salons. Ça participe aussi à la notoriété de ces salons. Ces salons, ils se remplissent pas tout seuls dans les périodes gratuites. Alors, les périodes professionnelles, évidemment, pour Vichy, c'est un peu particulier. Il y a aussi la partie gratuite. Cannes, tout ça, tous les festivals qui de plus en plus remplissent, ils remplissent aussi parce que on communique, qu'on montre quand on revient, qu'on dit que c'est bien, parce que majoritairement c'est ce qui se passe, on communique là-dessus. On montre à voir, on donne envie, on explique comment fonctionne aussi un secteur en entier. Donc en fait, je ne comprends pas cette idée de vouloir casser ça. Bref. Donc, je disais, oui, il y a plein d'endroits où ils font la différence entre la presse professionnelle, on va dire, et les autres, les influenceurs. Effectivement, c'est peut-être ça qu'il faut trouver aussi, comment faire en sorte de séparer peut-être les deux, pourquoi pas. Une fois de plus, ce qu'il faut trouver, c'est une manière de faire, une manière de comment dire, de trouver la bonne manière de définir chacun. En tout cas, ce qui s'est passé, ce qu'on peut revenir, c'est l'accréditation presse. Ça, c'était le matin. Voilà, où on n'a pas plus d'infos. L'accréditation donnera lieu à une participation financière à tarif préférentiel. Donc là, on ne sait pas. On ne sait pas où on en est, sauf qu'on nous assure une équité, mais on vient de le voir, il n'y a pas d'équité, hein, du coup. Puisqu'il y en a qui paieront pas et d'autres qui paieront. Alors ça... Bref. Et puis, suite à mon coup de téléphone, évidemment, il y a eu des petits changements. Donc ça veut dire qu'ils sont réactifs, qu'ils sont à l'écoute. Ça, c'est un bon point aussi. Moi, dans ce que j'ai proposé au téléphone, j'ai dit, en fait, mais ce que j'avais déjà dit en vidéo, hein, en fait, si c'est un salon professionnel, on trie par le professionnel, c'est-à-dire un numéro SIRET. Qu'est-ce qui détermine si on est professionnel ou pas? C'est le numéro SIRET. Donc du coup, numéro SIRET. J'ai aussi parlé de la carte de presse qui doit être gratuite, voilà, parce que ça me semble dans la loi comme ça, quoi, dans la loi, pas la légifération, mais la loi des choses, quoi. En tout cas, donc numéro SIRET, déjà, au moins ça fait un premier tri sélectif très facile. Tous les professionnels ont forcément le numéro SIRET. Voilà. Maintenant, quid des non-professionnels, puisqu'ils existent aussi. Il y a des médias qui ne sont pas professionnels. Et ils ont le droit, en réalité. Ils ont le droit. Parce que si tu as un média qui ne brasse pas d'argent, donc tu n'es pas obligé de déclarer, de faire des factures, quoi que ce soit, si tu ne te rémunères pas, mais malgré tout, que tu produis du contenu, que tu fais vivre un média, quid de toi en fait? Tu n'existes pas. Si ce n'est à payer plus cher, puisque si j'ai bien compris, il y en a 100 qui auront un tarif préférentiel, donc peut-être que parmi les 100, moi c'est le nombre qu'on m'a dit, hein, au téléphone,
peut-être que parmi les 100, il y a les badges gratuits, donc des cartes de presse. Donc potentiellement, il y a moins de personnes qui seront à tarif préférentiel. Mais ça sous-entend donc, si on se reporte à ce qui s'est passé l'année dernière, et qui donc, à mon sens, il n'y a pas de raison que ça soit différent cette année, on va pas dire aux gens non, n'entrez plus, on va leur dire voilà c'est combien et ce sera plus cher. Il y a donc une vraie discrimination, si c'est le cas, entre déjà les professionnels, donc il n'y a pas d'équité, puisqu'il y en a qui vont payer un tarif préférentiel et pas d'autres. Moi j'appelle pas ça l'équité, ou alors je ne sais plus mon vocabulaire. Mais surtout, quid des gens qui n'ont pas de numéro SIRET ou quoi? Comment on les gère, comment on les traite? Est-ce qu'on leur dit vous revenez quand c'est public ou quoi? Une fois de plus, on en revient à la légitimité d'être un média, qui la détermine et comment on la détermine. On en revient, il faut des critères clairs, transparents, compréhensibles de tous, acceptés par tous, c'est important. Donc, ça demande encore des changements. Au téléphone, moi, il m'a été proposé de faire ma demande quand même. J'ai dit que j'attendais de voir comment ça tourne. Voilà, moi, il me faut plus d'infos. Je ne vais pas demander une accréditation si je ne sais pas si c'est payant, qui paye, une fois de plus. Si c'est parce qu'un éditeur a dit « Ah, lui, il peut rentrer », ou si un autre a dit « Ah, ben non, lui, il ne faut pas qu'il rentre parce qu'il dit du mal », ou j'en sais rien, ou parce qu'on ne t'aime pas, on ne sait pas. Quand c'est des critères de fantasme annoncés, on ne sait pas, en fait, où ça va. Donc, on en est là. Donc j'ai fait bouger les choses, je suis content, ça veut dire qu'ils écoutent et qu'on peut faire bouger les choses, donc il y a moyen de négocier, sachant que moi je suis une toute petite personne, malgré tout, et que du coup, maintenant que j'ai eu au téléphone, est-ce que je passerai dans les mailles du filet parce qu'on me connaît? Est-ce qu'on a peur que je fasse une vidéo, donc on me laissera passer? Ou au contraire, on va dire non, lui nous fait chier. Enfin voilà, à partir de maintenant, le problème c'est que la confiance est rompue et qu'il faut attendre, un peu plus loin. Donc nous, on ne demandera pas d'accréditation pour l'instant. On va être sûr et certain que le système de liste whitelist ou blacklist, peu importe comment on l'appelle, on soit sûr que ça n'existe pas. Donc il va falloir encore aller travailler les sources pour obtenir des infos, vérifier de ce qui se passe, parce c'est aussi notre travail. Hein. Certes, il y a peut-être des médias qui sont vus que comme des gens qui se filment en train de jouer dans les parties, ils ont le droit, et c'est très bien que ça existe, mais il y a d'autres médias qui, eux, font un autre travail, qui est d'appeler, qui est de se renseigner, qui est de fouiller. Donc voilà, donc nous, pour l'instant, on va attendre d'en savoir un peu plus, parce qu'en fait, pourquoi c'est important et pourquoi ça fait un peu polémique, qu'il y a des gens qui râlent, etc. D'abord, il y a l'équité, et puis il y a l'indépendance éditoriale. Pourquoi c'est important? C'est pas que ici, c'est pas que à Vichy qui se passe ça. En fait, c'est quelque chose qui arrive depuis déjà quelques années, une bonne dizaine, quinzaine d'années, dans plusieurs festivals où des gros médias se sont vus refuser, sans même explication, des accréditations presse. Évidemment, immédiatement, je pense, j'avais noté le cas de Angoulême en 2013, parce que j'ai été rechercher ça et je me rappelais. Donc c'est le média Actua BD qui s'était vu refuser, malgré des relances, etc., des accréditations, mais sans raison claire. Une fois de plus, c'est ce qu'on a à Cannes, on nous refuse sans vraiment nous dire pourquoi, parce que nous dire qu'il n'y a plus de place, c'est pas une vraie raison, en réalité. Pareil à Vichy, l'année dernière, on nous a refusé en disant qu'il n'y avait plus de place, puis après on nous disait ouais, mais si tu payes, il y a de la place. Donc donc en fait, on voit bien que donc, la crainte, c'est le blacklisting, évidemment. Le blacklisting parce que ça peut être en représailles, parce qu'on peut avoir une ligne éditoriale un peu critique, etc. Effectivement, oui, ça peut déranger, oui, ça fait partie du travail des médias, etc. Tout le monde ne peut pas en permanence dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, puisque ce n'est pas la réalité. Et on le voit bien, puisqu'on fait une vidéo sur Vichy, c'est que tout n'est pas clair, transparent, comme on l'aimerait. Non. Et puis surtout, il y a un petit côté, un mépris, quand même,
on va le dire, hein, c'est pas un gros mot, il y a un mépris pour les médias au sens large. Dans le sens large, je mets les influenceurs, les créatrices, créateurs de contenu, les influenceuses, les médias professionnels, les journalistes, etc. Je mets tout le monde, hein. Quand je dis médias, pour moi, c'est le package complet. Je trouve qu'il y a de plus en plus de mépris de tous les acteurs du secteur du jeu. Vraiment. Je le ressens, je le vois dans les échanges que j'ai, je le vois dans le travail que je fais pas mal d'interviews, donc je contacte des gens. Parfois je pose des questions aussi, parce que j'ai plein de sujets brûlants qui arrivent, il se passe plein de choses dans le monde du jeu, comme le monde. J'ai toujours dit, hein, le jeu de société n'est pas en dehors de la société, et donc bah, tout ce qui bascule à droite à gauche, toutes les crises, impacte aussi le monde du jeu, donc c'est normal qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des gens tendus. On voit qu'il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé ces derniers temps, ou qui sont en phase de le devenir. On voit qu'il y a des pratiques commerciales qui sont en train de se tendre, hein. J'ai ouï dire à plusieurs sources que Asmodée, par exemple, est en train de faire du mal aux petites boutiques, de par des nouvelles procédures. Donc, bref, ça bouge, ça remue. Malgré tout, depuis toutes ces années, il y a un manque de reconnaissance envers les médias flagrant. Alors, pas tous les médias. Il y a l'entre-soi, donc les endroits où tout le monde se côtoie, va toujours, et là où on est toujours bien reçu, là où on va toujours être mis en valeur, hein. Je vous avais montré, on avait fait une petite vidéo où on avait parlé notamment de Cannes, et on voyait où aller, notamment, moi par exemple, Cynthia Ribérac, j'essaye d'avoir des interviews d'elle, parce que j'ai plein de questions brûlantes à qui, mais quand on voit où ils sont allés, chez qui se faire interviewer, il y avait comment il s'appelle, le partenaire SNCF, vous le savez. Enfin, les éditeurs, pareil, ils savent où ils vont. En réalité, ils savent où ils envoient les boîtes, etc. Et ça va toujours au même endroit, chez des gens où on va jamais leur poser les mauvaises questions. Ils viennent avec avec tout leur déroulé commercial, leur communiqué, voilà, la langue de bois qui est préparée, et au bout ils déroulent, et hop, et on leur pose des questions à la con, etc. Bon, on a le droit, Mais il n'y a pas que ça, quoi. Donc en dehors de ces gens-là, où on leur serre la pince, comment on appelle ça, là on les met en valeur, ok, c'est bien que ça existe, je dis pas qu'il faut pas que ça existe, et dans tous les secteurs, c'est normal. Il y a une partie des médias qui fait ce travail-là, qui le fait très bien, qui fait de la communication, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais les autres, ceux qui ne font pas de communication, et là pour le coup je parle pas que de Punchboard par exemple, où nous on va avoir un certain regard sur le monde du jeu, mais je parle aussi de tous les autres, qui font de la critique de jeu, qui donnent des avis sur les jeux, qui jouent, qui montrent des parties, qui expliquent des règles, et qui eux ne sont pas dans le sérail, qui ne sont pas, moi, ce que j'appelle avoir la carte, mais ils participent, en fait, à une vision du secteur, à le nourrir, à le montrer, à le mettre en valeur. Et il y a un certain mépris, ouais, je trouve de plus en plus. Même quand on essaye d'avoir des infos de manière légitime, soit on nous répond mal, soit on nous envoie balader. Alors pour certains, je peux comprendre parce que ce sont parfois des questions un peu compliquées, quoi. Mais ce sont les mêmes qui, 15 jours avant, venaient la langue pendante pour répondre à 2 heures d'interview, des choses comme ça. Donc voilà, il y a quand même... En gros, c'est tant que vous nous servez, tant que vous êtes nos vassaux et que vous nous servez, vous êtes les bienvenus. Et si ça nous sert pas, dégagez. Non, en fait, non. Parce que on n'a pas envie déjà, on a envie de faire notre travail à notre manière, comme la loi nous y autorise, et comme en fait, vous, les gens qui nous regardez, en fait, c'est vous qui pouvez autoriser ça. Souvent, on vous demande de vous positionner sur tel ou tel débat, sur telle ou telle chose. IA, pas IA, c'est bien, c'est pas bien. Kickstarter, machin, truc. Donc moi, je vous demande pas de vous positionner en faveur de ça, mais plutôt de soutenir les médias qui vous semblent intéressants.
et justement de mettre en avant ça, en fait. C'est vous, quand vous regardez, c'est vous qui donnez de la force, en fait, aux médias, c'est vous qui pouvez dire ce média, il est important parce que ce qu'il produit comme contenu est important. Ne laissez pas les professionnels diriger, juste avoir qu'une seule vision du monde, qui serait uniquement de dire qu'une vision économique, en fait, hein, tout simplement, hein, puisque c'est un peu ce qui se passe. Hein. Alors, je dirais pas des gros mots comme censure ou quoi, parce que c'est pas le cas. Alors, on ne nous empêche pas de parler directement, c'est-à-dire, c'est pas un truc politique. Mais on nous met des bâtons dans les roues, les gens refusent de parler, ou quand on nous parle, on dit faut pas le répéter, faut pas le dire, mais alors du coup, le dis pas, quoi, ferme-la. Ne fais pas circuler des informations ou des rumeurs si tu ne veux pas que ça se sache. Pourquoi tu le dis dans ce cas-là? Donc voilà, on a tout un fonctionnement euh, de gens qui ne pensent qu'à mais en fait, t'as joué à mon jeu? Moi, des fois, j'ai ça, quoi. Je fais, bah, on est en train de parler d'un sujet sérieux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je vais pas parler de ton jeu, de toute façon, le sujet que tu es en train de me parler est plus important. Bon, bref. C'était pour moi un petit clin d'œil. Donc voilà, donc on arrive à quoi? Quand c'est payant, quand c'est certains médias qui sont acceptés, d'autres refusés, bah, immédiatement on pense à quoi? On pense aux petits médias aussi, et donc ce qu'on va appeler ceux qui ont moins de prestige, qui ont moins de légitimité aux yeux de on ne sait pas qui, euh, bah, qui vont forcément être mis de côté parce que se déplacer à un festival, ça demande des moyens financiers malgré tout. Euh, Ça veut dire logement, déplacement, manger, couvrir un événement en fait. Ben voilà, c'est sur nos deniers personnels la plupart du temps. Donc se rajouter le prix d'entrée, ça n'a pas de sens puisque nous on vient pour apporter quelque chose aussi. On ne vient pas profiter du festival comme les exposants qui sont dedans, qui ont un rapport commercial directement, c'est-à-dire qu'ils vont gagner de l'argent. Ils vont soit faire en sorte que leur jeu soit acheté par plein de boutiques, etc. Donc il y a un enjeu économique derrière. Euh, il faut rappeler que les médias, comme je l'ai dit, et là je parle au sens large, il n'y a pas d'enjeu économique. On ne gagne pas d'argent. En fait, les retours sur investissement, ils sont, enfin, c'est sans commune mesure. Qui est gagnant tout le temps? En restant sur l'idée du gratuit, c'est le festival et tous les professionnels du secteur. Puisqu'on fait vivre, on parle l'événement, on en communique dessus. Euh, Ça me semble aberrant d'avoir si peu de considération euh, pour un des maillons, si ce n'est euh, je ne sais pas quelle est son importance. J'irai pas jusqu'à dire c'est le plus important, parce que c'est pas le cas. Le plus important, c'est l'auteur de jeu, l'autrice, qui a l'idée, et qui arrive à en faire quelque chose. Sans lui, tout le reste s'effondre. Mais malgré tout, ben ouais, dans un monde qui a de plus en plus besoin de parler des jeux, euh, de les faire, comment dire, de les faire vivre sur la durée, etc. Je pense que beaucoup se mettent le doigt dans l'œil en pensant qu'ils pourront se passer des uns et des autres, parce qu'à un moment, le boulevard s'est ouvert dans un autre sens. Moi, je pense que priver de droits, priver de travail des gens qui le font avec si peu de revenus, ça me semble pas être correct. Euh, L'autre risque dont je parlais, c'était évidemment l'indépendance éditoriale. Euh, donc, c'est peut-être important de le rappeler, parce que peut-être que, alors, pour les médias qui ne sont pas journalistiques, peut-être que ça ne les intéresserait pas, mais pour les médias journalistiques, euh, même si on est accrédité, on doit conserver notre liberté de ton. Ça, c'est le b.a.-ba. Euh, Si obtenir une accréditation devient trop difficile ou conditionné à des approbations subjectives, euh, par exemple, le Japan Expo, dans lequel il faut avoir l'autorisation, l'aval d'un exposant pour avoir sa carte influenceur. Et bien alors,
Qu'est-ce qui arrive juste après? L'autocensure? Bah oui, j'ai envie qu'on continue à m'inviter, j'ai envie d'avoir accès à des infos, à des trucs en avant-première, à me sentir important. Et quand je dis se sentir important, c'est pas négatif, c'est normal, comme tout le monde. Tout le monde a besoin d'exister, que son travail existe. Donc, l'autocensure, c'est le risque 1. Euh, le risque 2, ça veut dire que l'accréditation presse devient, de fait, un outil de chantage. De fait. Pour être accrédité, il faut que je sois dans les petits papiers de un tel ou un tel. Si je ne le suis pas, je ne suis pas accrédité. De fait, ça s'appelle du chantage. C'est comme ça. Euh, Il y avait, je sais plus, je réfléchissais là, mais il y avait certains salons high-tech, il y a une période comme ça, où il y avait des distributions de badges un peu VIP, un peu, voilà, pour notamment, à l'époque c'était surtout pour les youtubeurs, hein, en contrepartie d'une couverture positive de l'événement. Voilà, il fallait dire du bien de l'événement pour avoir ce fameux badge un peu VIP, quoi. Donc voilà, c'est ça les dérives, c'est que ça commence comme ça, puis au bout d'un moment, ok, tu veux rentrer, mais ok, mais tu t'engages à dire du bien, sinon, bref, est-ce qu'on a vraiment envie de ça dans un monde, dans un secteur où de plus en plus de choses, où ça bouge, où il y a des crises, où il y a des choses un peu négatives qui sortent? Est-ce que c'est le moment de commencer à trier sur le volet? Alors peut-être que ça servira à certains, mais bon. Euh, donc on en revient à Vichy, évidemment, parce qu'il faut un moment arrêter. Je crois que je parle trop décidément. Même la dépression, ça me... Quand je suis en up, je suis en up, hein. C'est terrible. Autant quand je suis down, je parle plus. Quand je suis en up, j'en profite. Euh, donc, qu'est-ce qui pose question? euh, Quantité limitée et attribuée après examen, euh, bah, ça pose la question de qui décide quel média est assez légitime pour faire partie des 100 élus. Qui? Effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va peut-être choisir parmi les élus, le, j'allais dire le peuple élu, mais oh là là, le peuple, alors. Je dérape, je dérape. Donc parmi les 100 élus, euh, bah en fait, les organisateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ou qu'est-ce qu'ils pourraient tenter de faire? Bah, c'est de choisir les médias qui offrent la meilleure vitrine marketing. Grande audience, attitude bienveillante, voilà, au détriment des petites voix qui peuvent être peut-être plus critiques, mais pas forcément. Euh, Qu'est-ce qu'on pointe? Qu'est-ce qu'on pointe du doigt? Vous le sentez venir parce que j'en parle régulièrement sur cette chaîne. Continuer cette uniformisation de la couverture médiatique, qui serait pour le coup orientée par l'organisateur lui-même. C'est ça qu'on va. Mais c'est un peu dans ce monde-là qu'on est. La centralisation des grands acteurs du milieu, l'uniformisation déjà présente chez beaucoup de médias. Euh, des contenus, bah là, on aurait une uniformisation maintenant des couvertures médiatiques, de tous ces salons professionnels, de tous ces endroits. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on va y aller. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que j'ai toutes les solutions, mais par contre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, réellement. Pourquoi un collège de plusieurs médias, pas un, plusieurs médias, n'est pas convoqué, demandé, proposé pour discuter de ça? Pourquoi on va demander aux exposants? Ok, ils payent. Ok, l'année dernière, ils n'étaient pas contents. Dans la discussion que je parlais tout à l'heure d'un éditeur, il disait, ben oui, mais c'est la foire fouille. Et on sait que c'est un des retours qu'on a. On vous a parlé de Cannes avec un influenceur dont on taira le nom, euh,
et on a bien envie de dire qui c'est, qui se comportait très mal. Oui, il y en a qui se comportent très mal. Oui, il y a des incivilités, il y a des influenceurs qui ne sont pas des médias corrects humainement. Mais ça, c'est aux éditeurs à gérer ça. Quand t'as un mec qui rentre dans ta boutique qui s'essuie pas les pompes, tu lui dis mec, essuie-toi les pompes. Tu dis pas bon ben je vais choisir qui rentre dans ma boutique. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Certes c'est chiant, mais oui, bah oui. Mais pareil aux boutiques. Quand la boutique elle arrive et que ça fait 3 heures que ton jeu il est sorti et que tu dis ah tiens j'arrête pas d'en vendre, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est que ce jeu en fait. Je fais mais mec fais ton boulot. Donc oui, ça n'a rien à voir avec est-ce qu'on laisse rentrer les gens ou pas. Qu'il y ait trop d'influenceurs par rapport à la gestion, à la logistique, au flux des humains. On le voit, on l'a vu à Cannes par exemple cette année, selon où tu es placé, selon où ton stand est placé, tu as plus ou moins de gens le premier jour. C'est-à-dire que bah, tu viens, tu payes tu payes ton emplacement déjà, tu payes une journée de plus, tu as des animateurs, animatrices sur ton stand, que normalement tu payes. Coink coink, pour ceux qui savent. Effectivement, si tu as 3 personnes dans la journée qui viennent à tes tables, bah oui, c'est un coût perdu, c'est un coût énorme. Et à l'inverse, tu as d'autres stands qui sont débordés, trop de boutiques, trop d'influenceurs au même endroit. Tout le monde veut aller d'abord chez machin, chez truc. Oui, peut-être chez Asmodée, peut-être chez Yellow, peut-être chez tout ça. Oui, il y a peut-être des stands. Mais ça, pareil, c'est de la gestion de flux. Ça n'a rien à voir avec qui rentre ou qui sort. C'est comment vous organisez, comment vous trouvez une manière de fluidifier le trafic, j'ai envie de dire. Il y a peut-être des choses à inventer, il y a peut-être des choses à réfléchir. Il y a peut-être d'autres festivals qui ont trouvé des idées aussi, de peut-être pas faire tout le monde le même jour, peut-être de faire au lieu de 3 jours, tu fais 2 jours sur 3, ce qui fait que tu as un truc à roulement. Enfin, il y a plein de choses quoi, à faire. Bref, ça me faisait penser à ça, quoi. Donc, une fois de plus, j'en reviens à citer invité par un éditeur, officiellement ou officieusement, bah du coup, quand bien même tu te dis indépendant ou ce que tu veux, à partir du moment où tu vas aller à Vichy, à cause de ce qui se passe en ce moment, bah du coup, moi, en tant que personne extérieure, consommateur de contenu, de viewer, comme on dit, bah, la frontière entre le contenu éditorial et la communication sponsorisée, pour moi, elle devient floue. Eh oui, immédiatement. Donc, en fait, c'est une évolution dangereuse qui est en train, pour l'information, j'entends. Donc, si c'est pour entendre finalement qu'au fil du temps, ou peut-être que ce qui va arriver cette année, que des voix invitées sponsorisées, au détriment d'un vrai regard, soit journalistique, mais même s'il n'est pas journalistique, d'un vrai regard indépendant, eh ben, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, comme dirait un grand sage. Donc, en définitive, parce qu'il faut quand même que cette vidéo s'arrête un jour ou l'autre. Quand on regarde ce qui s'est passé là, avec les pratiques d'accréditation, presse, influenceurs, donc il y a encore une majorité d'organisateurs de festivals qui sont encore attachés à la gratuité et à l'ouverture envers les journalistes et les médias. Donc merci à eux. Résistez, j'espère que vous allez résister. Mais aussi, on le voit ici, mais pas que dans le monde des jeux de société, mais quand même, quelques dérives qui commencent à être préoccupantes. Cannes, on sait qu'ils sont sur la mauvaise pente aussi. Un événement, en gros, la question à se poser, est-ce que on peut sélectionner les médias, les journalistes, comme on sélectionne des VIP, des influenceurs VIP? Est-ce que vraiment on peut faire ça? Est-ce que la liberté d'informer, la liberté de la presse, mais la liberté d'informer tout simplement, ça suppose qu'on ait accès à
tout ce qui est de l'information d'intérêt public. Et là, pour le coup, l'intérêt public, il est pour la communauté des ludistes. De manière un peu plus, parce que c'est reste quand même pour les passionnés, mais on brasse plus large. Le jeu de société, maintenant, n'est plus cantonné qu'aux passionnés. On le voit bien. Quand on fait des millions, 38 millions, ou je sais plus combien de boîtes de jeux vendues à l'année, rien qu'en France, on n'est plus dans le monde des passionnés, à 38 millions de boîtes vendues. Donc, et il n'y a pas que dans toutes les communautés des gens qui regardent les vidéos des passionnés du monde du jeu. On brasse plus large pour certains, on a d'autres publics, etc. Donc, malgré tout, il faut qualifier les accrédités. Il faut les qualifier. On ne peut pas... Enfin, le fait que, par exemple, à Vichy, il y a un accréditation presse, c'est embêtant, parce que ça sous-entend, on va tout de suite dans les abus. Il y a des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas de médias, qui n'ont pas, qui ne sont pas presse, qui ne sont pas. Donc, tout le monde ne peut pas être logé à la même enseigne, ça c'est évident. Effectivement, si on veut déjà contrôler l'affluence, ne serait-ce que pour des raisons logistiques, hein, je veux dire, je suis pas en train de dire, il faut open bar, une fois de plus, je comprends qu'il faut gérer le flux des humains et que ça nécessite de faire un contrôle. Mais on doit le faire, je le répète, de manière transparente, équitable, avec des critères objectifs. Ça, c'est important. Comme c'est déjà le cas. Par exemple, présenter une carte de presse, c'est un critère objectif. Tu l'as ou tu l'as pas. On ne peut pas revenir dessus. On est tous d'accord, quoi. Ça peut être des publications régulières. Quelqu'un qui fait 3 publications dans l'année, est-ce que vraiment c'est nécessaire au même titre que quelqu'un qui en fait beaucoup plus? Voilà. Donc, en tout cas, le fait d'avoir comment on appelle ça? Numerus clausus, c'est ça? Trop strict, ça ne peut que aboutir à des conflits. C'est ce qui va se passer. Mauvaise image du festival, là je pense qu'ils en prennent un coup, mais déjà l'année dernière ils avaient un peu déjà terni leur image, mais là ce qu'il en sort, c'est qu'on se dit ils veulent filtrer la critique, quand bien même c'est pas leur intention, c'est ce qui en sort. Et donc, Punchboard, c'est dans nos statuts. Nous on défend le pluralisme journalistique, le pluralisme d'information, la liberté d'information. Évidemment, il faut que cette information soit diverse, honnête et indépendante. C'est ça qui est important. Et donc, pour préserver cette indépendance éditoriale, nous, on pense qu'il est crucial que les médias, grands ou petits, classiques ou émergents, voilà, TikTok c'est émergent, c'est un nouveau média, eh bien, il faut que toutes ces personnes, tous ces médias puissent continuer à couvrir les festivals sans ingérence. Si des voix critiques sont écartées des événements, le public n'en sera que moins bien informé, n'entendant que le discours officiel ou promotionnel. Inversement, un festival qui joue la transparence, qui accueille même les journalistes acerbes, ben il y gagne en fait. Déjà en crédibilité, et puis en amour et bienveillance. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez aussi, pourquoi pas, des idées de comment on pourrait gérer ça. Ça peut donner aussi des idées. En tout cas, je vous salue. J'allais dire Marie-Joseph, mais ce n'est pas la prière du soir, même si je vais aller me coucher. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une fondue.